On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre des universités d'AgroSolutions. Les webinaires sont revisionnables en replay. Ils seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Et pour information aussi, il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, on gardera vos questions pour les 10 dernières minutes du webinaire. Donc, vous pouvez les poser du coup au fil de l'eau dans l'onglet dédié Q&R. Voilà, donc au sommaire pour ce webinaire, déjà une présentation succincte d'AgroSolutions pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, puis une présentation en deux parties, donc l'approche ACV, ses intérêts et ses applications en agroalimentaire, et puis ensuite concrètement comment se lancer. On verra notamment qu'il y a de nombreuses manières de valoriser ce que vous faites déjà en termes de collecte de données. Et puis qu'il existe aussi des outils assez accessibles pour des premières approches. Donc, trois intervenants aujourd'hui. Donc, Alexandre, qui est consultant expert ACV chez AgroSolutions. Maëlys, consultante senior également sur les sujets ACV et aussi filière durable. Et puis, moi-même, manager ACV éco-conception. Donc, pour vous présenter rapidement AgroSolutions, AgroSolutions est un cabinet de conseil en agro-environnement. Nous sommes une filiale d'Invivo, donc groupe agro-industriel français qui regroupe près de 200 coopératives agricoles, donc qui représente donc un nombre considérable d'agriculteurs en France. On fonctionne en indépendance par rapport au groupe, mais vous verrez que on a, par ce lien avec Invivo, une forte proximité avec le monde agricole. Donc, nous sommes 50 collaborateurs, plus de 50 collaborateurs, majoritairement ingénieurs agro, situés un peu partout en France, avec des bureaux principaux à Reims. Donc, nous intervenons sur l'ensemble du territoire français et puis ponctuellement sur des projets à l'international au besoin. Voilà, et puis un dernier fait qui nous caractérise, c'est qu'on est vraiment un cabinet donc, qui existe depuis 50 ans, près de 50 ans, et qui a un pied fort dans le monde agricole et l'expérimentation agronomique, puisque c'était notre cœur de métier à l'origine, d'être un centre technique agronomique sur de l'expérimentation euh, auprès du réseau des coopératives membres de l'Union InVivo. Donc voilà, on a cette forte expertise agronomique qu'on cultive depuis pas mal d'années. Et on est impliqué aussi, notamment aujourd'hui, sur une ferme expérimentale qui s'appelle Openfield, qui est un lieu d'expérimentation sur des sujets agro autour du bas intrant, du bas carbone, etc. Et en conditions réelles, agriculteurs. Donc ça, voilà, ça nourrit également notre expertise et il est possible également d'organiser des visites si cela vous intéresse. Donc voilà, un autre point, une autre spécificité, en plus du lien avec ce monde agricole, c'est notre proximité avec le monde de la recherche. Voilà, on appuie notre travail sur des méthodes et des références scientifiques et on est impliqué dans des projets de recherche sur des thématiques ici que vous voyez, climat, biodiversité, sol, donc des projets à l'échelle française ou européenne. On collabore aussi, on a des collaborations de longue date avec des acteurs institutionnels et on s'appuie sur des standards, et en particulier sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a une proximité avec l'ADEME et des instituts qui collaborent autour du programme Agribalise, dont on est amené parfois à nourrir certains travaux et certaines évolutions. Voilà, donc on a 6 domaines d'expertise donc qui sont affichés ici et on intervient donc sur toute la chaîne alimentaire. On va être amené à accompagner des acteurs de l'amont agricole, des coopératives, des fournisseurs d'intrants, aussi des industries agroalimentaires et puis des acteurs du territoire. Voilà pour la présentation d'AgroSolutions. Donc on peut rentrer dans le vif du sujet euh, sur l'approche ACV. Et avant donc, de s'intéresser à ces approches et ces outils qui sont pertinents pour piloter vos actions en faveur de l'environnement et vos actions RSE, voilà, en introduction, on voulait rappeler un peu
selon nous, structure vraiment les approches RSE des entreprises et pour mieux comprendre comment s'insère là-dedans l'ACV et l'éco-conception. Donc, ce qu'on distingue, c'est finalement deux piliers qui sont aujourd'hui structurants pour la RSE en agroalimentaire. Ça va être d'abord le fait de répondre aux enjeux dits matériels, donc c'est-à-dire des enjeux qui sont critiques pour l'activité, la pérennité des activités de l'entreprise. En agroalimentaire, ceux qui sont souvent considérés comme matériels, ça va être l'enjeu climat, l'enjeu eau et l'enjeu biodiversité. Donc pour cela, les entreprises sont amenées dans leur stratégie RSE à prendre une série d'engagements et à mener des actions autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, de la politique d'achat, etc. L'objectif est de répondre à ces enjeux et de garantir finalement la pérennité de l'activité aussi à l'avenir. Le deuxième pilier structurant, ça va être les clients. C'est eux aussi qui définissent, qui déterminent les engagements RSE de l'entreprise. Et ils vont avoir deux demandes. La demande de disposer d'une évaluation de l'entreprise en matière de RSE globale, donc, via des certifications type EcoVadis, et une demande autour de l'évaluation des produits qu'ils vont acheter, donc qu'on soit sur des marchés en B2B ou en B2C. Voilà, là-dessus, on constate qu'il y a un cadre réglementaire qui s'applique finalement à la RSE en agroalimentaire, qui est en grande évolution et qui tend à structurer les approches, cibler les sujets à adresser, aussi les méthodes, et qui tend aussi à massifier en fait le nombre d'entreprises couvertes. Alors ça, la CSRD qui entre en vigueur est un exemple important là-dessus. Vraiment, le périmètre des entreprises dites obligées est en forte augmentation. Il y a aussi des actions, une réglementation autour de la communication. Donc ici, on peut évoquer la directive Green Claims, qui encadre en fait finalement la communication et la valorisation externe que peut faire l'entreprise de ses actions RSE. Et puis on peut aussi évoquer le dispositif d'affichage environnemental qui est en préparation aujourd'hui au niveau national, qu'on détaillera en deuxième partie, mais qui vient aussi structurer structurer les actions et les demandes des clients sur ces sujets. Donc, on identifie finalement trois besoins au niveau d'une entreprise agroalimentaire. C'est de mettre en place une politique RSE globale avec classique, un plan d'action, mais un plan d'action de plus en plus engageant pour répondre aux enjeux de la CSRD et aussi de la taxonomie verte des banques, des objectifs clairs, des indicateurs de suivi. Et ce qui est un peu nouveau, c'est aussi de décliner cette politique globale par enjeux. On n'est plus seulement sur des enjeux climatiques, mais aussi sur des enjeux eau, biodiversité, qui sont aujourd'hui considérés comme matériels. Et le troisième besoin, c'est de mettre en place des évaluations produits pour répondre aux demandes clients et pour satisfaire aussi les exigences réglementaires en matière de communication externe et de valorisation externe. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ACV, qui, on le verra, a une approche produit et une approche multi-enjeux, elle s'impose de plus en plus aujourd'hui comme un outil important de pilotage et de valorisation de nos actions, des actions RSE en agroalimentaire. Donc voilà, maintenant qu'on a fixé ce cadre et voilà, essayer de vous préciser un peu notre approche et comment l'ACV peut s'intégrer dans la RSE globale d'une entreprise, Alexandre va vous détailler un petit peu plus les principes de cette méthode. Exactement, Mathilde. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous décrire un peu l'approche ACV, en gros, les grands principes, hein, en quelques slides, donc assez rapidement. Donc, l'objectif d'une ACV, ça va être de quantifier une empreinte environnementale sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Comme vous pouvez le voir et comme son nom l'indique, on travaille sur l'intégralité du cycle de vie. Et donc, notamment, on va s'intéresser à différents enjeux environnementaux à différentes étapes. Donc, à la fois au niveau de la production agricole, au niveau de la production des emballages, la transformation logistique, la distribution, jusqu'à la fin de vie des emballages. Donc, c'est une approche un peu globale qui va intégrer l'intégralité de votre filière.
L'autre aspect de l'ACV, c'est qu'on va quantifier des impacts environnementaux. Et comment on fait? En fait, on va lister l'ensemble des ressources nécessaires pour arriver à produire une quantité de produit ou un service donné. Donc, on va lister l'ensemble des matières premières, l'ensemble des consommations d'énergie à toutes les étapes du cycle de vie qui vous permettent à la fin de produire un service pour un consommateur. Et l'autre aspect, on va dire, lié à une filière donnée, c'est qu'on va à la fois capter des ressources, mais aussi émettre des substances et des polluants dans l'environnement. Et donc, on va avoir différentes émissions aussi qui vont avoir lieu sur toute la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est de pouvoir lister à la fois ces quantités de matière, ces quantités d'énergie et ces émissions à toutes ces étapes. Et c'est ce qui va en fait définir l'empreinte environnementale du produit. Donc l'ACV, c'est une approche, mais il y en a d'autres, et notamment des approches dominantes un peu plus qualitatives. Donc c'est un peu les premières approches sur lesquelles on se base au début, qui permettent d'établir en fait un bilan des forces et faiblesses. Donc ça peut être par exemple un simple cahier des charges qui vous permettent d'avoir en fait des objectifs de moyens. Et là, avec l'ACV, on va aller sur des objectifs plutôt de résultats, avec une approche quantitative qui va vous permettre de justifier des progrès atteints, d'avoir clairement un chiffre sur des indicateurs qui va vous permettre de progresser d'année en année si vous suivez un peu l'empreinte environnementale de votre produit. L'autre aspect, c'est qu'on va être sur une approche dite multicritère. Donc là, c'est ce qui la différencie en effet, par exemple, d'un bilan carbone, où on va être simplement sur l'enjeu changement climatique. Là, ici, on va aller regarder d'autres aspects, comme par exemple l'empreinte eau, des pollutions des sols ou de l'eau avec l'eutrophisation ou l'écotoxicité, et évidemment aussi tout ce qui va être lié à la dépendance en fait aux ressources fossiles ou aux métaux. Donc, c'est des choses assez intéressantes qui permettent d'avoir une vision un peu globale sur les différents enjeux environnementaux d'une filière, et donc d'éviter d'avoir cette vision partielle et d'éviter on va dire, de mettre en place, on va dire, des transferts de pollution quand on veut investir dans une solution. Donc, pour résumer, la CV en 6 points, hein, donc une rapide synthèse. Donc, à la fois, c'est une approche qui est multicritère. Donc, on va regarder différents enjeux environnementaux, à la fois ce qu'on va capter de l'environnement, ce que l'on va émettre. C'est une approche multi-étapes. Donc, on va travailler avec différents acteurs de la filière, collecter différents types de données et pour pouvoir faire une synthèse de l'ensemble du cycle de vie du produit. Une approche standardisée, donc l'ISO 14040-44, et qui est recommandée par la Commission européenne parce que justement elle a mis en place une méthodologie de calcul et un guide qui s'appelle le PEF pour Product Environmental Footprint, et qui est aussi maintenant recommandé par la France et l'État, avec des dispositifs qui sont mis en place et qui s'appuient sur l'ACV. En termes de définition, on peut résumer l'ACV comme en fait une approche qui va convertir en fait des flux de matière et d'énergie en impacts environnementaux potentiels, qui s'attache à la fonctionnalité du produit, donc le service rendu du produit au consommateur. Et enfin, c'est un outil d'aide à la décision qui vous permettra de faire des choix stratégiques sur votre stratégie environnementale et votre stratégie RSE. Donc, on voulait vous montrer aussi un exemple de méthode de calcul et donc un exemple de panel d'indicateurs qui sont couramment utilisés en ACV. Donc là, c'est l'exemple du PEF pour Product Environmental Footprint européen, qui est assez reconnu parce que voilà, réalisé et développé par le JRC, réutilisé par l'ADEME pour afficher les résultats d'Agribalise, et donc assez couramment utilisé. Donc le PEF, avant tout, c'est un guide méthodologique qui permet, on va dire, de donner des règles méthodologiques par secteur qui vous permettent derrière de faire des ACV et pouvoir se comparer sur une même base. C'est aussi une base de données et un ensemble de facteurs d'émission qui derrière vous permettent en fait de gérer de multiples indicateurs environnementaux que vous pouvez voir à l'écran. Et donc ces indicateurs environnementaux-là peuvent être agrégés en un score unique, c'est ce que propose la méthodologie, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple et qui est assez utile quand même pour la communication et pour les comparaisons. Mais il y a quand même des limites à ces indicateurs-là, hein. La CV ne peut pas tout, elle doit aussi être complémentée avec d'autres approches. Donc déjà,
il y a une fiabilité qui peut être variable entre les indicateurs, hein. Donc, la robustesse scientifique et les incertitudes ne sont pas les mêmes en fonction des indicateurs. Donc, par exemple, le changement climatique, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. C'est les approches de l'IPCC, donc c'est assez fiable. Il y a des approches, c'est beaucoup plus en développement, donc sur l'écotoxicité, etc. C'est des choses beaucoup plus compliquées à modéliser. Donc, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc, il y a ça à savoir. Il y a une spatialisation aussi qui est limitée pour certains enjeux environnementaux locaux. Donc, encore une fois, l'écotoxicité, toxicité humaine, qui ont besoin d'approches assez précises, en fait, et qui dépendent fortement, on va dire, des concentrations locales, du milieu, etc. Alors que l'ACV, c'est une approche très macro, en fait, hein, sur la filière, qui va faire de la comptabilité environnementale de manière macro. Donc, ça peut être limité aussi en fonction de vos objectifs. Si vous avez envie de choses très, très précises, d'analyses très précises, il y a des analyses ou des modèles, des modèles et des outils qui sont plus adaptés que l'ACV. Et enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur spécifique sur la biodiversité, même si elle est prise de manière indirecte, parce que ce sont des enjeux environnementaux qui vont impacter la biodiversité in fine. Pas d'indicateur spécifique encore pour les pollutions microplastiques, mais c'est des sujets de recherche. Et enfin, ça ne calcule pas une dynamique de stockage de carbone. On est plus sur une photo à l'instant T, en fait, de ce qui est stocké. Alors, la CV, pourquoi? C'est bien de faire une analyse, mais l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer dans une démarche un peu plus structurante pour l'entreprise, qui va être l'éco-conception, qui est une démarche d'amélioration continue qui va vous permettre d'intégrer en fait des critères environnementaux dans des critères classiques de développement en fait de gamme d'outils que vont être les approches marketing et technico-économiques. Donc, une des premières étapes de l'éco-conception, ça va être un diagnostic environnemental. Essayer de voir en fait la photographie du profil environnemental de votre filière. Et donc, une approche qui est utile, ça va être la CV pour réaliser ce diagnostic. Seconde étape, l'identification des pistes. Donc, l'idée là, c'est que vous puissiez faire appel à un cabinet de conseil, donc, par exemple AgroSolutions, qui vous permet derrière d'animer en fait des ateliers d'éco-conception et de réunir en fait plusieurs acteurs autour de la table, plusieurs partenaires, donc à la fois au sein de votre entreprise, donc plusieurs corps de métier, mais également d'autres acteurs de la filière et de pouvoir discuter des enjeux environnementaux, technico-économiques et des contraintes qui fait que certaines solutions à mettre en place vont être bloquées parce que ça va être un peu compliqué pour certains acteurs. Donc l'idée, c'est de co-construire ensemble, avoir une approche collaborative qui vous permettra de hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre les plus pertinentes pour la filière. Une fois que ces solutions sont mises sur la table, ça peut être intéressant derrière de refaire en fait une petite étude ACV qui va vous permettre de modéliser un scénario et de quantifier les gains environnementaux de ces solutions pour pouvoir avoir, on va dire, toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Une fois que ça s'est fait, il n'y a plus qu'à réaliser, hein, à investir et à se lancer dans les solutions envisagées, hein. Donc, nouveaux emballages, de l'optimisation de process, de nouveaux circuits de distribution, etc. Et enfin, une fois que c'est réalisé, il y a des possibilités de communication derrière et de valorisation auprès du consommateur parce qu'on a des indicateurs chiffrés. Et donc, vous pouvez par exemple communiquer sur le fait que vous avez réduit de 20% vos émissions de gaz à effet de serre sur votre produit. Et ne pas oublier que c'est une démarche itérative et que du coup, c'est de l'amélioration continue, hein. Une fois que vous l'avez fait une fois, ça s'est intégré dans votre démarche, on va dire, de développement de produits. Et donc, c'est des choses qui peuvent être réalisées et améliorées. Là, rapidement, on va pas tout voir, hein, mais il y a différentes stratégies à mettre en œuvre, hein, concrètement. Souvent, on pense éco-conception, on pense emballage, notamment sélection de matériaux à moins d'impact, donc substituer un matériau plus polluant par un autre moins polluant. Réduire l'utilisation de matériaux, donc là, de l'optimisation de l'efficacité au niveau de la consommation de matière. Tout ce qui est optimisation au niveau procédé, d'énergie, d'eau, etc., qui peuvent être réalisés et qui font partie, en fait, d'une approche d'éco-conception qui peuvent être valorisées. Tout ce qui est optimisation logistique, toute la réduction de l'impact à la phase d'utilisation. Donc, pour un produit agroalimentaire, on va être soit sur des durées de stockage, soit sur permettre aux consommateurs d'éviter de produire du gaspillage alimentaire. Et également, on peut aller jusqu'à développer de tout nouveaux concepts, être un peu plus novateur et de refonder en fait totalement en fait la raison d'être du produit et de pouvoir apporter en fait un nouveau service aussi aux consommateurs.
Donc vous commencez un peu à voir à quoi sert l'ACV et à quoi sert l'éco-conception. Mais ce qu'on peut voir, donc ce que je vous ai dit, c'est que c'est une approche intégrée aussi au sein de l'entreprise et qui peut concerner différents collaborateurs, différents corps de métier. Donc ça va intéresser forcément la direction, la RSE qui va souvent piloter le programme, mais ça peut aussi intéresser les achats qui vont pouvoir réorienter leurs achats, la R&D, la production et le marketing pour la valorisation et la communication. Vous avez différents types de services rendus par l'éco-conception, hein. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est un exemple. Vous avez déjà, vous rentrez dans une démarche ACV, ce qui vous permet de mieux maîtriser votre profil environnemental, notamment celle de votre produit peut-être phare, mais aussi d'autres produits moins phares, donc de toute votre gamme de produits. Vous pouvez faire du benchmark et faire des comparaisons, que ce soit en interne ou à l'externe, en vous comparant à des références, notamment via des bases de données Agribalise. Et plus tard, et dans un futur proche, probablement vous comparer à la concurrence. Tout ce qui va être lié à l'affichage, on va en parler un peu, mais vous allez pouvoir communiquer et donc valoriser cette démarche d'éco-conception en communiquant. Tout ce qui va être décision, donc on a vu que c'était voilà, lié à la stratégie d'entreprise, ça vous permet de faire des bons choix pour investir correctement et diminuer correctement l'impact environnemental. Être proactif sur la réglementation, innover, parce que c'est un exercice d'innovation, hein, c'est de remettre en cause certaines pratiques et d'aller plus loin et de dépasser ce que l'on fait déjà. Et enfin, peut-être le plus important, hein, c'est que ça crée une émulsion auprès des partenaires, que ce soit les fournisseurs ou les clients, et de développer en fait un réseau d'acteurs engagés dans une démarche commune. Et ça, je pense, c'est le moteur en fait qui permet de bien avancer sur des projets comme ça. Voilà, merci Alexandre. Donc maintenant qu'on a présenté l'approche, on vous propose donc de voir concrètement comment se lancer dans ce type de projet. Et notre approche côté AgroSolutions, c'est vraiment valoriser ce qui est déjà fait et voir voilà, quel pas il y a à faire pour faire de la CV à partir du moment où on fait déjà un bilan carbone, comment valoriser la collecte de données qui est déjà faite. Quand on est soumis à la CSRD, comment on articule ça avec une ACV. Et voilà, c'est vraiment l'approche qu'on a essayé d'avoir aujourd'hui dans notre présentation. Et puis ensuite, bien connaître les outils à disposition. Donc, sur l'insertion dans les dispositifs actuels, donc là, pour prendre un exemple rapide autour de la CSRD ou du SBTI, donc la CV peut s'intégrer dans différents outils ou cadres de la RSE. Par exemple, donc, la CSRD implique du reporting, la définition d'objectifs, du suivi d'action, et les données qui sont aujourd'hui renseignées, enfin qui seront demain renseignées dans un cadre CSRD peuvent tout à fait être valorisées dans une ACV. Et inversement. Donc, les points d'entrée de la CSRD, les points de données de la CSRD sont parfois communs aux données renseignées dans une ACV et donc peuvent nourrir une approche ACV. Et au contraire, si on travaille une ACV sur des catégories de produits, cela peut permettre de fournir en fait des éléments d'analyse à certains items de la CSRD. Par exemple, le SRS biodiversité, ou bien d'autres sur l'utilisation des ressources, l'économie circulaire. Voilà, une approche ACV vient nourrir cette définition d'objectifs ou le suivi d'action. De la même manière, sur l'USBTI, voilà, il y a une prise d'engagement qui est faite, il y a un diagnostic bien sûr sur le volet climat, une définition d'objectifs, une prise d'engagement. Et en fait, l'approche ACV ici, l'articulation qu'on voit, c'est que souvent permet de personnaliser certains facteurs d'émission, notamment sur le scope 3, qui est un enjeu crucial souvent pour les entreprises agroalimentaires. Et donc, voilà, en personnalisant le scope 3, on affine en fait le diagnostic, on précise voilà, les objectifs. Et sur le secteur agricole, c'est crucial parce que parfois les références sont pas tout à fait satisfaisantes. Les références qui peuvent être prises pour l'estimation du scope 3 sont pas toujours satisfaisantes et reflètent pas toujours les démarches de progrès que peuvent avoir les filières agricoles. Et donc voilà, en ACV, ben, on va mieux estimer les émissions de GES d'une matière première agricole et voilà,
recalculer en fait derrière et réestimer les émissions de GES globales qui sont dans le cadre SBTI. Oui, bah donc voilà, l'objectif est d'optimiser finalement le temps passé et valoriser au maximum les données collectées. On a vraiment cette idée-là. En fait, le cadre CSRD vient vraiment vient instaurer toute une série de points de données et une manière de considérer les différents enjeux climat, biodiversité et eau. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, ça laisse parfois libre champ au type de méthode, et l'ACV est une méthode possible pour nourrir cette approche. Et de même, on voit une autre complémentarité, bien sûr, entre l'approche bilan carbone et l'approche ACV. On travaille souvent de front, en fait, ces deux approches pour des entreprises agroalimentaires ou des coopératives agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a des données communes. Tout simplement, si on va collecter de la donnée pour du bilan carbone, on peut l'appliquer à l'échelle produit pour avoir une approche ACV. Et tout comme je décrivais sur l'enjeu climat via le SBTI, l'approche ACV va permettre en agricole de personnaliser des facteurs d'émissions, au sens où on fait une modélisation spécifique sur notamment les émissions au champ en agriculture. Et ça, c'est clé pour avoir un bilan carbone précis au niveau de l'amont agricole. Et par ailleurs, au niveau des usages, en fait, on voit que les deux approches répondent pas tout à fait aux mêmes besoins. Quand on reprend un peu les trois besoins qu'on distinguait en introduction, le besoin de mettre en place une politique RSE globale, alors là, il est clair que c'est l'approche bilan carbone qui est privilégiée et qui répond, quand on veut traiter l'enjeu climatique, à ce besoin-là, puisque c'est une approche entité, entreprise, et ça donne une vision globale. Mais ensuite, décliner cette politique RSE par enjeu et ajouter à l'enjeu climat d'autres enjeux environnementaux. Ici, on va dire que c'est l'approche ACV qui vient introduire par l'aspect multi-indicateur, vient répondre à ce besoin-là. Et enfin, sur le sujet évaluation produit, alors on peut faire une approche bilan carbone, empreinte carbone ramenée au produit, mais en fait, l'avantage de l'approche ACV là-dessus, c'est qu'en en privilégiant une approche ACV pour une évaluation produit, on peut se comparer à des références et des produits concurrents, ce qui est bien plus difficile dans le bilan carbone parce que c'est une approche, encore une fois, entreprise. Et c'est un bilan carbone d'une entreprise A n'est pas toujours comparable à celui d'une entreprise B parce que voilà, il y a pour tout un tas de raisons, elles n'ont pas le même fonctionnement et elles n'ont surtout pas les mêmes dimensions, le même nombre de filiales, etc. Et donc, avec une approche produit ACV, on est plus au clair pour pouvoir vraiment comparer le niveau d'impact à celui d'un produit concurrent. On voulait quand même aussi vous toucher un petit mot sur des dispositifs qui se mettent en place sur des approches produits, notamment l'affichage environnemental. Je suppose que vous avez déjà entendu parler des éco-scores, du Planet Score, etc., qui ont nourri ce dispositif euh, qui est développé au final par l'ADEME et les ministères qui vont proposer en fait un score officiel basé sur l'ACV comme base méthodologique. Et donc son nom se nommera coût environnemental. Donc, à savoir que l'image sur la slide n'est pas en fait l'affichage final. Hein. C'est une image, une idée on va dire, de proposition qui a été faite, mais c'est pas l'affichage final. On ne le connaît pas encore, l'affichage officiel. Donc, ce dispositif d'affichage et de scoring en fait environnemental, il va être poussé par deux objectifs. Donc, à la fois jouer sur l'offre, et notamment pousser les entreprises à se challenger et à éco-concevoir pour avoir la meilleure note, et en même temps permettre aux consommateurs de faire des achats plus respectueux de l'environnement, et donc de jouer sur la demande. Donc avoir ces deux aspects-là. Ce système de score, il va être basé sur la base de données Agribalise, qui est développée par l'ADEME, et sur la méthode de calcul d'impact du PEF que l'on vous a présenté en amont, avec quelques ajustements et notamment des systèmes de bonus-malus dans le score qui se basent sur des services écosystémiques offerts par le produit. Et donc, c'est un peu l'angle mort de l'ACV. Et donc, ça vient complémenter ça pour des comparaisons plus justes.
Et voilà, juste pour information, on ne sera pas exactement sur le même format comme le Nutri-Score, on sera plus sur un score numérique allant de 0 à l'infini. Donc le message en fait qu'il faut comprendre, c'est que pour pas subir ce dispositif-là, qui est pour l'instant volontaire et qui sera potentiellement obligatoire, c'est d'anticiper cette chose-là, de réaliser une étude ACV. Ça va vous permettre derrière de maîtriser votre score, de comprendre la méthodologie et l'image in fine de vos produits auprès du consommateur. Et donc, on va continuer sur les outils qui vont vous permettre de vous lancer dans ces démarches, donc que ce soit l'affichage environnemental ou les besoins de reporting et des différents dispositifs RSE qui existent. La première approche que je vous propose de regarder, c'est la base de données Agribalise. C'est une base de données donc publique et gratuite qui est gérée par l'ADEME et qui vous permet dans un premier temps du coup de vous approprier ce qu'est une approche analyse de cycle de vie sur les productions agricoles et agroalimentaires. Vous pourrez donc y choisir le produit de votre choix et avoir déjà une première idée donc, d'impact environnemental sur les 16 indicateurs que mentionnait Alexandre du PEF, du Product Environmental Footprint. Un score unique aussi est calculé, donc c'est une pondération des 15-16 indicateurs du PEF et qui vous permettent notamment une comparaison entre produits agricoles et alimentaires. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on retrouve dans cette base de données, c'est l'impact par étape du cycle de vie de votre produit sur l'impact environnemental global. Donc vous pourrez voir la contribution du poste amont agricole, du poste transformation, et c'est des premières clés et indicateurs pour ensuite lancer une démarche d'éco-conception notamment. Le deuxième outil qu'on voulait vous présenter, c'est Ecobalise. C'est aussi un dispositif gratuit mis en place par l'ADEME et il vous permet cette fois de tester votre propre recette et vos propres produits avec une approche très simplifiée. Donc en rentrant vous-même vos paramètres d'ingrédients, l'origine des ingrédients, vos paramètres de recette, les paramètres de transformation et les paramètres d'emballage. Et ainsi, vous allez avoir du coup un score, une empreinte environnementale qui sera déjà plus affinée que l'empreinte de la base de données Agribalis. Et vous retrouverez ce même calcul de score unique qui est donc la pondération des 15 indicateurs du PEF. Et ensuite, il existe, donc ça c'est vraiment les premières approches avec très peu de collecte de données et qui vous permettent de vous approprier le sujet. Et ensuite, il existe des outils plus ou moins complexes. On a des outils experts qui seront notamment par exemple CIMAPRO ou MINS qui vous permettent donc à l'échelle d'un produit via une collecte de données qui est longue et plutôt précise de lancer des projets d'éco-conception ou d'affichage environnemental sur un produit donné. Voilà, c'est des outils experts et qui nécessitent plutôt une prise en main longue. Ou alors, il existe des outils plus simplifiés et qui, eux, vont vous permettre de simplifier l'approche d'analyse de cycle de vie et de passer d'une échelle de un produit à plusieurs produits, voire à une gamme de produits. C'est des outils donc sur mesure qui sont appuyés sur les bases de données des outils experts et qui sont réalisés pour que vous puissiez facilement vous approprier le sujet de la modélisation analyse du cycle de vie. Et pour aller plus loin, il existe un ensemble d'outils et un environnement assez large pour répondre à ces différents besoins identifiés, donc qui est l'éco-conception, l'affichage d'un score, les besoins de massifier l'approche d'analyse de cycle de vie et de le passer de un produit à plusieurs produits, voire une gamme de produits. Donc on a des outils qui sont qui traitent le domaine des industries agroalimentaires, mais qui ne sont pas forcément spécifiques. Des outils qui seront plus spécialisés dans le domaine de l'agroalimentaire et le domaine agricole.
Notamment dans les outils experts, on retrouvera MINS, qui est un logiciel qui permet de calculer les émissions au champ et de faire de la modélisation précise sur l'amont agricole. Et on retrouve aussi donc, des outils qui seront sur mesure et qui permettent d'aller plus loin dans la modélisation agricole, ce que certains outils aujourd'hui n'ont pas encore pris en compte, puisque c'est une donnée et une modélisation qui est spécifique et qui est encore difficile à intégrer facilement dans les outils. Voilà, alors pour finir sur concrètement aussi comment se lancer, il y a des dispositifs de financement qui existent, voilà, tant au niveau de la BPI que de l'ADEME. BPI plutôt ciblé PME et puis ADEME tout type d'entreprise qui vont financer en fait les étapes préliminaires à enfin, à des projets d'éco-conception, notamment du diagnostic, de la modélisation ACV. Donc voilà, ce que l'ADEME appelle les études d'éco-conception. Et puis, il y a aussi des aides sur des investissements qui peuvent en découler, des investissements matériels. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a l'habitude de traiter avec l'ADEME et BPI pour ce type de financement et on est référencé par ces structures en tant que cabinet à même de répondre à leurs appels à projets. Voilà. Voilà, sur les projets d'éco-conception, notre activité, en fait, voilà, notre particularité est d'être spécialisé sur le secteur agricole et agroalimentaire dans notre approche ACV, ce qui nous permet de pouvoir modéliser soit très finement les impacts au niveau de la partie agricole, soit au contraire, j'allais dire de manière relativement simplifiée, mais ce qui a une valeur parce que voilà, déjà affiner un facteur d'émission sur l'amont, c'est important pour certaines structures qui veulent se différencier. Et donc voilà, nos études ACV vont d'approches enfin, simplifiées à des approches bien plus complètes. On fait aussi des formations, on travaille aussi à initier des projets dans les entreprises via des ateliers autour de l'éco-conception pour déjà mettre autour de la table toutes les personnes voilà, qui peuvent être intéressées par le sujet. On a vu que c'est des projets très transverses, donc c'est important d'initier une dynamique autour de ce sujet avant de se lancer dans un grand projet. Voilà, on mène des projets d'éco-conception et puis on travaille des outils. Maëlys en a décrit, on travaille des outils aussi, des calculateurs sous Excel, vraiment sur mesure, parce que parfois ça répond aussi aux besoins des clients d'avoir voilà, des approches calculatoires simplifiées pour tester des choses, mettre à jour des diagnostics, etc. Voilà, et enfin, pour aller plus loin, on voulait vous informer aussi via ce webinaire qu'AgroSolutions lance une offre de formation sur l'ensemble des sujets qu'on peut traiter, donc pas seulement l'ACV, l'éco-conception, on fait des formations sur ces sujets, mais aussi sur voilà, l'ensemble des sujets, des sujets d'expertise. On faisait des formations depuis un bout de temps, mais là, voilà, on a structuré notre offre et on est aussi certifié par Calliope désormais pour mener ces formations. Donc, le catalogue sera en ligne à partir de cette semaine. Donc, vous pourrez le consulter si cela vous intéresse. Et enfin, bah, il y a un prochain webinaire dans le cadre des universités d'été à 13h. Donc, pour continuer, là, si le sujet vous intéresse pour information, il y a un dernier webinaire de la semaine. On a mené une série de webinaires cette semaine, 8 webinaires, et puis il y a le dernier de la série à 13h. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on a quelques minutes pour répondre aux questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà dans le chat et qu'Alexandre avait pu aussi répondre par écrit. Il y avait une question de remonter la slide 25. Je ne sais pas si tu peux la remontrer ou sinon Alors, la slide 25 sur les différents types d'outils. Oui. Je pense que c'est celle-là. Ouais. Je la reprojette si tu veux, Maëlys.
Voilà, après, je ne sais pas quelle était la question précise, mais du coup, les outils experts, on a notamment mentionné Cimapro et Mins. Et après, des outils de première approche, Agribalise et Ecobalise. Et pour des outils simplifiés, ce sera plutôt des outils sur mesure. Euh, Et la D'achat série consommation, on les d'outils, réalise via Excel. ouais, des outils simplifiés, la série d'outils qui sont présents aussi là sur la slide suivante sont des approches simplifiées. Simplifiées au sens, euh, voilà, au niveau de leur collecte de données, il y a des choses qui peuvent être automatisées et puis le volume de données collectées peut être plus réduit aussi. Peut-être pour re-questionner en fait, à l'oral ce qui avait été écrit. Donc la question en fait concernait le système d'affichage environnemental et notamment les bonus-malus sur les services écosystémiques offerts par le produit. Donc comment ça c'était intégré dans le dispositif. Donc pour l'instant, on n'a pas, c'est pas arrêté du tout. Donc il y a des idées qui sont émises par l'ADEME, mais pour l'instant, on n'a pas encore la visibilité là-dessus. Et notamment la visibilité aussi de la sortie de ce dispositif qui devait sortir à la base à la fin de l'année. Mais comme bah, il n'y a pas de gouvernement en ce moment, donc c'est un peu en stand-by pour l'instant. Donc à voir aussi ce qu'ils vont décider, ce qui va être décidé d'être fait, quoi. La question suivante est autour des coproduits pour des industries qui utilisent des coproduits agricoles ou alimentaires. La prise en compte de l'impact doit débuter à quel moment? C'est une question importante. Ça, c'est voilà, c'est vraiment un sujet qu'on traite au moment où on cadre l'ACV. Tout, il y a des règles. Enfin, en fait, on peut appliquer un peu. Il y a, on peut impliquer. Il y a des règles communes qui sont définies et qui sont notamment définies dans certaines bases de données. Par exemple, dans Agribalise, il y a des règles qui sont établies sur ce sujet. Euh, Mm, Voilà, tout dépend de votre objectif. En fait, si vous voulez vous comparer notamment à une donnée d'Agribalise, il va mieux falloir appliquer les règles qui sont admises dans ce cadre-là. Ensuite, nous, voilà, à chaque fois, on fait un peu une analyse de ce qui est pertinent selon votre activité et votre objectif, à quel moment, justement, quels impacts prendre en compte. On a travaillé notamment sur ce type de questions pour le compte de l'ADEME autour des engrais organiques sur lequel il y a vraiment une grande, enfin, voilà, un sujet méthodologique à traiter sur la prise en compte de l'impact des engrais organiques. Et voilà, donc on est assez au fait de ces sujets, mais je dirais que c'est un peu au cas par cas. Alexandre, tu peux compléter si tu veux. Non, mais c'est exactement ça en fait. Il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs manières de modéliser. Il y a la sensibilité de la personne qui va le faire, mais il y a aussi quelques standards aussi internationaux, ce qui se fait dans les bases de données, et en fonction de vos objectifs et de sur quoi vous voulez vous comparer, on va partir sur une approche ou une autre, quoi. Et donc, enfin, voilà, pour plus de précision, si vous voulez nous contacter, il n'y a aucun souci euh, pour vous fournir une réponse plus précise en fonction de votre contexte. Euh, voilà, on a fait le tour des questions, il me semble. Donc, merci à tous pour votre participation, votre écoute. Et voilà, nous sommes disponibles si besoin de compléments. Et puis, le replay sera également disponible si besoin. Merci. Merci. Merci.